Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Et qu'on a de la broue dans le toupette à Cube, si vous pensez que on ne fait que parler de choses sérieuses, ben non, on a autant de plaisir à parler, mettons, des réactions aux tarifs et la réciprocité de Trump que de parler de recettes de carbonara. Bonjour, Cybèle Olivier. Ah, moi, les pâtes, ça me fascine et ça me passionne. Et ça te passionne? Et ça me donne faim. Alors, pour ceux qui viennent de commencer l'écoute de Cube, vous avez peut-être manqué ça à la fin de l'émission avec Benoît Dutrisac qui me précède. Je lui annonçais que ce soir, je prépare des spaghettis carbonara. Et il a une excellente idée, c'est que moi, je vais préparer mes carbonara ce soir selon ma recette, qui est évidemment la meilleure. Lui va préparer sa recette de carbonara, qui est évidemment moins bonne. Et demain, et on a décidé que c'était Alexandre Moranville-Ouellette qui allait faire la dégustation. Donc, Benoît et moi, on va apporter un petit Tupperware, un petit plat en plastique. On va le faire réchauffer et Alexandre va déguster à l'aveugle, va nous dire lequel des deux carbonara est meilleur. OK. Et je vais donc pouvoir être élu meilleur chef de Cube Radio. T'es confiante. Et regarde, il y a quelqu'un qui a écrit justement tantôt, quand vous en parliez, pas de crème, pas de pancetta, pas de bacon non plus, ça prend de la guanciale. Ouais, Gianchula, en fait. Ah, ben voilà, lui écrit guanciale. Est-ce que c'est parce que c'est pas comme ça c'est qu'on moi dit? qui trompe, alors, je ne saurais pas le prononcer, moi non plus. Mais mais pourtant, vous êtes italien, Monsieur Ferrari, surtout avec un nom de famille comme celui-là. Tout à fait, mais moi, je fais pas je suis pas dans ce niveau de nuance au niveau de la carbonara. La carbonara, c'est un bon plat familial, on le fait avec ce qu'on a à disposition. La question de la crème, pas de crème, ça reste une question quand même de fond un petit peu, mais il reste qu'à la fin, il faut faire les pâtes et puis c'est ça. Mais est-ce que tu fais tes pâtes toi-même? Non, toi, je sais. Non, mais elle, Cybèle, est intense. Là, tu fais tes propres pâtes. Mais intense dans le bon sens du terme. Oui, mais j'aurais plutôt préféré dire comme bonne, exceptionnelle, intense, je trouve ça un peu péjoratif. Oh, je t'ai fait de la pépelle! Non, je suis vraiment désolée. Je veux rentrer dans la compétition. Non, je voulais dire, dans ma bouche à moi, non, c'est vrai, intense, ça signifie que quand tu t'investis dans un projet, tu le fais avec intensité. Mais j'avoue, je le fais pas toujours parce que c'est long. Puis ça non, fait mais c'est parce que, écoute, alors, donc, moi, je trouve ça, j'ai énormément d'admiration pour les gens qui font leurs propres pâtes. Alors, vous avez entendu sa voix. Donc, les résultats du test, peut-être que tu aurais voulu, toi, tester les pâtes demain? Ben, je t'avouerais que je serais absolument contente de pouvoir tester les pâtes. OK, alors on va régler ça tout de suite parce que pour m'excuser du fait d'avoir dit que t'étais intense. Donc, moi, je vais préparer mes pâtes. Benoît va préparer ses pâtes. Il y aura 2 personnes pour tester. Yay, parfait. Chacun de vous deux va donner une note. J'ai voté pour toi. Là, je vois Hugo Veilleux qui est pas content en régie, qui dit, puis le Jean-Philippe Leroux qui dit lui aussi, il veut participer. OK, là, on est pognés pour apporter chacun. Invite-nous donc à souper ta caillette. On va parler donc de tout ça demain. Mais pour aujourd'hui, vous l'avez entendu, j'ai à ma gauche Bruno Ferrari. Il est président du comité permanent national en traitement à l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance. C'est un très long mot d'association. Monsieur Ferrari, bonjour. Oui, bonjour. Donc, je vais vous demander je vais rapprocher votre micro, puis rapprocher votre chaise, comme ça, on est sûr qu'on va bien vous entendre. Alors, la raison pour laquelle on voulait vous parler aujourd'hui, Monsieur Ferrari, c'était évidemment pas pour parler de pâtes carbonara, mais je vous remercie de votre participation au débat. C'est parce que l'heure est grave pour les centres d'intervention en dépendance au Québec, parce que le gouvernement vient de changer un mode de calcul. Donc, je sais que ça va peut-être avoir l'air un peu technique, mais il y a vraiment des incidences pour les gens qui ont des dépendances au Québec. Pourquoi, Monsieur Ferrari? Merci déjà de l'invitation. Hein, dans un contexte où il y a beaucoup d'informations disponibles, ou je dirais de pointe. Et donc, ce sujet, c'est un sujet qui est assez fondamental, à mon sens, pour nous tous au quotidien, finalement, qui sommes pris avec des difficultés observées ou vécues de personnes qui ont des problématiques de dépendance, qui sont en situation d'itinérance avec une problématique de dépendance, qui ont des problématiques de santé mentale associées à une problématique de dépendance. Et donc, dans cette
enjeux finalement qui nous touchent, il y a quand même des personnes qui sont aux manettes depuis des années. Dans mon cas, ça fait plus de 30 ans. Et donc, on dirige, moi je suis directeur d'un centre de traitement des dépendances qu'on appelle une thérapie, donc en langage courant. Et il y a 76 centres comme ça au Québec qui sont déployés dans un réseau. Et puis effectivement, je fais partie de cette association qui regroupe 60 des 76 centres. Pourquoi l'heure est grave en ce moment? Pourquoi l'heure est grave en ce moment? C'est parce que on n'entend pas parler de nous en général, parce qu'on est généralement occupé à bricoler notre propre survie dans un contexte de financement insuffisant. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'heure est grave aujourd'hui parce que dans ce bricolage-là, on avait un outil qui avait été mis en place en 2016. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'événement de la fermeture du centre Mélaric. 80 places, une fermeture brutale qui avait encore créé des traumas importants et puis qui avait interrogé justement sur la situation. À ce moment-là, pour nous adoucir notre situation un petit peu, on avait eu un 6 millions de dollars qui avait été débloqué dans un programme qui s'appelle l'aide financière au centre de traitement aux ressources d'hébergement dépendance. Ce 6 millions, au fil des ans, il est devenu en 2022, dans 2021, il est devenu 10 millions. Et il correspond à environ entre 10 et 20 dollars par jour par personne que nous accueillons. C'est pas beaucoup. Il venait compléter un montage qu'on a aussi, qui est un autre type de bricolage avec l'aide sociale. Okay, ça nous amène environ à un paiement aujourd'hui de 80 dollars par jour qu'on reçoit pour une personne qui est en traitement. Alors, qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est que on a eu des allocations qui nous ont été annoncées à chaque année. Et puis là, il y a 2 semaines environ, les centres ont commencé à recevoir des lettres. Et beaucoup de ces centres, incluant le mien, ont perdu une portion du financement. Nous, ça a réduit de 30%. Donc, c'est énorme! Oui. Donc, alors, pour résumer, on sait à quel point le travail de thérapie est important. On sait à quel point il y a énormément de cas de dépendance au Québec et on sait aussi les conséquences, justement, sur l'itinérance et sur toutes sortes d'autres choses. Et là, donc, combien de centres ont appris que leur financement diminuait de 30%? Alors, et ça, c'est vraiment ce qu'on dénonce finalement dans le communiqué qu'on vous a fait parvenir, c'est le fait qu'on n'en sait rien. Nous, on regroupe tous ces centres et on connaît des informations, on reçoit des informations à la pièce parce que ça nous repose. En réalité, déjà avant ces annonces, on ne savait pas quel était le mode de calcul. Mais là, comme des centres ont perdu ce 30%, et on est plusieurs, je veux dire, à avoir perdu ce 30%, on a commencé à demander, mais quel est le mode de calcul qui a été appliqué? Et là, donc, on est dans différentes régions du Québec. Et quand on appelle nos vis-à-vis au niveau des CIS, ou des SUS. Vous n'avez pas la même réponse Absolument. tout le temps. On a des réponses. Ça. Donc, en plus, c'est une histoire de financement manquant dans un réseau qui pourtant en a tant besoin. Mais en plus, c'est une histoire de bureaucratie. Et pour moi, c'est Noël aujourd'hui. C'est le genre d'histoire que j'adore dénoncer parce que, donc, au moins, si on peut vous dire clairement, mais là, j'ai commencé à lire une partie du communiqué où on expliquait le calcul, mais c'est, encore une fois, c'est la maison des fous d'Astérix, là. Absolument. Et puis finalement, disons, si on isole mon cas, nous, l'année dernière, on avait eu une augmentation. On était contents. Cette année, on perd 30%. On n'est pas content. La question qui revient pourtant, c'est finalement... le même centre. C'est le même centre. Et les besoins sont les mêmes. Alors, quel est le mode de calcul? Donc, comme je vous dis, on a des réponses différentes d'une région à l'autre. Mais au bout du compte, le problème, c'est cette espèce... Moi, j'appelle ça du dumping technocratique. Ça veut dire que ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui sont chargés de faire en sorte qu'on puisse accueillir les personnes qui sont en souffrance, qui nous font souffrir aussi éventuellement, parce qu'une personne qui a des problèmes de dépendance, ça fait souffrir pas mal de monde autour d'elle. Je veux dire... Et... il y a des personnes actuellement qui arrivent jusqu'à nos centres, qui entament un programme, et au bout d'un mois et demi, on nous dit, mais non, il n'y a pas de financement pour cette personne-là. Et nous, juste la semaine dernière, on a dû demander à 3 personnes de quitter en cours de programme. Parce qu'à un moment donné, on n'est juste plus capable. On peut pas, nous, on n'a pas la marge de manœuvre. On est déjà sous-financé à la base. En plus de ça, vous me dites, non, mais maintenant, ça va être 30% de moins. Expliquez. Moi, je suis un gestionnaire. J'ai des obligations, j'ai des employés, j'ai du monde qui doit faire des choses, des fournisseurs aussi à payer, évidemment. Et donc, ce que j'ai besoin de savoir, mais c'est quoi le modèle de calcul et qui a pris la décision de changer
le mode de calcul à partir de maintenant. Par exemple, dans une région, on nous dit « Ah oui, mais finalement, c'est parce qu'on a calculé non plus sur une année de référence, mais sur 5 années de référence. » Je dis « Ah bon, d'accord. Bon, bah, OK. Quelqu'un a pris cette décision. Pourquoi? Qui? À quel moment? » Deuxièmement, on me dit « Ah, mais dans ces 5 années de référence, on a enlevé les 2 années de la COVID parce qu'il y a des centres qui avaient des difficultés pendant la COVID. » D'accord, c'est intéressant, mais nous, on était pleins pendant la COVID. Donc, qui Donc, décide? vous êtes désavantagé parce que vous avez eu une bonne performance et que vous avez continué à aider les gens. Mais avant qu'on rentre vraiment dans le détail, mettons, de la question des calculs, vous venez dire de quelque chose d'énorme, Monsieur Ferrari. Des gens, donc, en ce moment au Québec, ont des problèmes de dépendance, commencent une thérapie et se font dire dans le processus qui est entamé, ben finalement, tu dois sacrer ton camp, comme on dit au Québec, parce qu'on n'a pas d'argent pour la payer, ta thérapie. Oui. C'est épouvantable comment ils réagissent, les gens qui... Alors ça, c'est une excellente question parce que, je vais vous dire, on a eu 3 cas la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Et c'est intéressant. On se retrouve donc dans une situation où une personne a entrepris son programme, son processus de changement. Il y a eu 3 cas et 3 réactions différentes. Un cas, c'est une personne qui n'était pas très motivée, il faut le dire. Le jour où on a dit, finalement, personne ne paye pour toi, on ne va pas pouvoir te garder. Il a dit, pas de problème, je m'en vais. Quelque part, ce que je veux dire, c'est que la motivation, elle est très changeante. Dans n'importe qui entreprend un processus de changement. Le deuxième, on lui a dit de quitter. Il ne voulait pas quitter, mais on lui a dit, écoute, on ne peut pas te garder parce que nous, on est déjà en train de payer et ça nous coûte environ 1800 $ par mois, là, je veux dire. Donc, c'est quand même beaucoup. Et le troisième, il avait une fiducie. Quand on leur a dit, on va devoir lui demander de quitter, ils ont dit, attendez. Ils ont fait des vérifications. Ils ont dit, vous savez quoi, on va payer pour lui. On va trouver... Parce que personne ne veut que cette personne-là interrompt son programme, évidemment. Donc, il y a vraiment un enjeu. Et c'est pas le pire. Le pire, c'est qu'il y a une région au Québec où ce problème n'existe pas. Alors, je ne sais pas si on a le temps d'en parler. Mais rapidement, mettons, oui. Donc, il y a une région qui est la Montérégie, au Québec, qui a mis depuis des années en place un système qui est le plus proche que nous connaissons au niveau de la QCID de ce qu'on appellerait un accès universel en dépendance. Et nous, on reçoit des personnes référées par la Montérégie et effectivement, on a un revenu garanti de 128 $ par jour et quelle que soit la condition socio-économique de la personne, qu'il soit prestataire de l'aide sociale, qu'il soit sans prestation, une personne qui arrive de la rue directement, qu'il soit chômeur, étudiant, c'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est que cette personne a besoin d'un traitement. Elle a besoin d'aide. Et il y a une place disponible. Comme dans le système de santé, normalement, quand tu vas à l'hôpital, on te demande pas si t'es sûr. Enfin, bon, bref. Donc, la question qui reste en l'air, finalement, c'est pourquoi on n'a pas tout simplement étendu ce modèle à l'ensemble du Québec. À l'ensemble du Québec. C'est une excellente question. Alors, écoutez, moi, je trouvais ça très important de vous recevoir aujourd'hui. Vous avez eu l'intelligence de nous envoyer un communiqué. Je veux juste lire le titre du communiqué parce que, dans le fond, ça dit bien l'urgence de la situation. Vous dites « Accès au traitement en dépendance, un chaos financier qui jette des usagers à la rue ». C'est sûr, les 3 personnes, bon, il y en a une qui est restée, mais les 2 autres vont peut-être se retrouver, en effet, à la rue, etc. Puis, Dieu sait les conséquences que ça peut avoir. Quelqu'un qui a entamé une thérapie alors qu'il en avait besoin et qui l'interrompt. Puis en plus, la motivation, après, t'as pas envie de retourner en thérapie. Merci beaucoup, Bruno Ferrari, d'être venu nous alerter à cette situation. Tenez-nous au courant si jamais le financement change ou si vous avez une réponse claire de la part des 6, les CIUS, puis les si-oui-oui, puis les si-ouin-ouin. Bruno Ferrari, vous êtes président du Comité permanent national en traitement à l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance. Merci de l'invitation. Merci. Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. De ces temps-ci, on entend beaucoup parler de gens très connus qui sont dans le spectre de l'autisme. Juste au cours des dernières heures, là, on a appris que, Stéphanie Boulay, donc des Sœurs Boulay, les musiciennes, qu'elle allait animer, je pense que c'est un balado à Radio-Canada sur la neurodivergence, parce qu'elle est elle-même sur le spectre de l'autisme. Et puis, à Ami, vous savez, de cette station absolument extraordinaire, Nadia Lyonnais et Coco Belliveau vont aussi animer une série où elles s'intéressent aux femmes neurodivergentes, donc dans certains cas sur le spectre de l'autisme, mais il y a plein de gens
pas connus du tout, qui sont aussi sur le spectre de l'autisme. Et j'ai appris avec beaucoup d'étonnement et beaucoup d'émotion que les rôtisseries Saint-Hubert, il y en a plusieurs, il y en a une trentaine à travers le Québec, qui, le dimanche, offrent une salle à manger inclusive pour les personnes sur le spectre de l'autisme, et leur famille. J'avais envie d'en parler avec Josée Vaillancourt, qui est directrice aux communications pour la Fondation Saint-Hubert. Bonjour, Madame Vaillancourt. Bonjour, Madame Durocher. Donc, ça fait un petit moment que ça existe, cette initiative de Saint-Hubert. Oui, exactement. On a débuté un projet pilote en avril 2023 et on a débuté avec 5 rôtisseries et suite, le projet pilote a duré environ 1 mois et à la fin de ce mois-là, on a décidé d'appliquer le projet à, là, je vais dire l'ensemble des restaurants, mais on débute avec les restaurants qui sont intéressés. Donc, chacun des franchisés qui lève la main. Tranquillement, on inclut là, les rôtisseries une à la suite des autres et quelques 2 ans plus tard, à peu près, on est rendu à une trentaine de rôtisseries là, qui offrent ces dimanches-là. Alors, c'est le dimanche entre 11h et 13h. Puis c'est une bonne heure parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de Québécois qui font des repas en famille le dimanche midi. La question évidente que beaucoup de nos auditeurs sont sûrement en train de se poser, c'est pourquoi est-ce que quand on est sur le spectre de l'autisme soi-même ou la famille, qu'est-ce que ça prend de différent si on va manger du poulet ou de la cuisse? Qu'est-ce que ça change qu'on soit sur le spectre ou pas? Ben en fait, première chose, je veux quand même spécifier que les personnes autistes et leurs familles sont bienvenues tout le temps. Par contre, ce que nous, on a décidé les dimanches midi, c'est de faire quelques accommodements raisonnables, je vais mettre ça en guillemets, c'est-à-dire que on tamise un peu la lumière. Donc, puisque c'est le jour, c'est sûr que la lumière est quand même un peu moins agressive. On diminue le son de la radio, donc c'est le son de la musique est un peu plus bas. On a des trousses sensorielles aussi, donc les personnes qui veulent l'utiliser là, dans la trousse sensorielle, on a des coquilles, on a un timer, c'est comme une espèce de timer où on voit le temps, là, donc on voit le temps s'écouler. On a des petits jouets, on a un tableau de communication. Donc, ça permet aux personnes, tu sais, de passer un petit peu, de passer le temps puis de se sentir bien accueillies. Alors, c'est important, en effet, ce que vous dites, c'est que c'est sûr que les familles et les personnes elles-mêmes sont accueillies en tout temps, mais le simple fait de savoir, parce que je pense, par exemple, d'ailleurs, vous faites cette initiative-là en jonction avec la Fondation Autistes et Majeurs, donc on pense évidemment à Charles Lafortune et à Sophie Préjean, mais je me souviens d'avoir déjà entendu Charles, par exemple, raconter que quand il va des fois au restaurant avec son fils, avec leur fils, le fils a des réactions divergentes, et les gens qui ne sont pas au courant réagissent fortement en disant « Coudon, dis donc à ton enfant d'arrêter de faire des bruits » puis tout ça. J'imagine que les dimanches dans un Saint-Hubert, ça se passe pas parce que c'est prévu pour ça. Exactement. Puis ce qu'on fait aussi, c'est qu'on offre... oui, je suis encore là, vous en faites pas, oui. Okay. Excusez-moi. Ce qu'on fait, c'est que à chaque personne qui vient avec le menu, on leur offre aussi, on leur remet une feuille qui explique un peu le projet. Donc, de cette façon-là, ben, si jamais il arrivait quelque chose, quelqu'un qui réagit effectivement, comme vous le dites, parfois on peut se poser quelques questions. Ben, à ce moment-là, on sait qu'on est dans un environnement où on accueille les personnes autistes et que c'est bienveillant pour ces gens-là. Mais ça, je trouve ça formidable parce que, en effet, il y a plein de gens qui vont aller manger dans un Saint-Hubert un dimanche midi puis qui sont absolument au courant de rien. Et là, ne serait-ce que d'être sensibilisé à ce que c'est justement être neurodivergent, hypersensibilité à la lumière, hypersensibilité au bruit, certaines manies de séparer les aliments selon les couleurs, plein de choses comme ça que si on le connaît, si on le sait pas, on le sait pas. Bon, alors il y a un côté éducatif aussi, et ça c'est super important.
Exactement. Puis les employés aussi qui servent le dimanche ont suivi une formation. Donc ce sont des courtes capsules vidéo, mais qui permet un peu de comprendre ce qu'est l'autisme, qu'est-ce qui peut arriver, justement quelles sont les différences au niveau sensoriel que ces gens-là peuvent ressentir. Donc évidemment, on n'en fait pas des intervenants, mais reste que il y a une bienveillance qui s'installe et les gens sont vraiment très fiers là de participer à ce projet-là. Dans quelle mesure, parce que vous dites que ça a commencé donc il y a 2 ans, dans quelle mesure, par exemple, chez les franchisés, à l'intérieur de la grande famille Saint-Hubert, entre guillemets, dans quelle mesure ça a changé? Dans quelle mesure, par exemple, les familles viennent vous voir puis disent, nous, on avait peur d'aller au restaurant à cause des réactions, puis que là, on va plus souvent manger des petites cuisses? Ben en fait, on a eu vraiment là plusieurs histoires avec des gens qui étaient jamais allés au restaurant, là, comme jamais allés au restaurant. Vraiment, puis j'ai encore des frissons quand je parle de ça, dans le sens que vous m'en donnez à moi. Vous me donnez la chair de poule. La comprenez-vous? Hey, je vous la donne là gratis. C'est parfait, on adore ça. Ah, elle est bonne, hein? Très bonne. Attendez, il faut que je demande qu'est-ce qu'on vient d'entendre? Il faut que je demande à Cybèle, parce que ma collègue Cybèle Olivier est juge de mes blagues, puis elle me donne une note de 0 sur 10. Donc, chair pour de la poule. spontanéité et le contexte, je te donnerais un beau 6. Non, mais des fois, sont vraiment super intense. Hey, toi! Non, c'est parce que des fois, quand je pars à rire, là, vraiment, là, je suis généreuse, je te donne une bonne note, mais là... Ben, tu sais, Stéphanie Villeneuve, là, elle rit tout le temps aux blagues de tout le monde. Bon, c'est bon, on s'en reparle à la pause. Ouais, on s'en reparle à la pause. Excusez-moi, Madame Vaillancourt. Non, mais c'est parce que c'est ça, c'est très émouvant d'entendre ça. Exactement. Donc, les gens, vraiment, tu sais, parfois ne se permettent pas d'aller au restaurant. Et donc, là, le fait qu'on leur ouvre les portes, puis tu sais, je pense que les gens peuvent aller dans tous les restaurants qu'ils veulent. Par contre, des fois, ils sont moins à l'aise. Donc, dans ce cas-ci, ils savent que nous, on est là. Puis, tu sais, on entend souvent, je sais pas si vous avez déjà entendu dans vos entrevues, mais c'est beaucoup plus facile pour la société neurotypique de s'adapter aux personnes autistes que de demander aux personnes autistes de s'adapter à nous. Donc, je pense que ça vaut la peine quand les entreprises font un petit pas vers l'avant puis démontrent une certaine bienveillance puis une ouverture à ces gens-là afin qu'ils se sentent là à part entière dans la société. Absolument, puis vous avez tout à fait raison, c'est beaucoup plus facile de faire. Puis c'est des adaptations qui, tu sais, ça coûte pas grand-chose là, baisser le son, puis baisser. Moi, je suis pas neurodivergente, mais des fois, je vais au restaurant puis je trouve que la musique est beaucoup trop forte, que la lumière est agressante. Je veux dire, c'est des choses, vous appelez ça un accommodement, moi je dirais un ajustement qui fait du bien à tout le monde. Et écoute, soyons une société inclusive. Oui, qu'est-ce que tu allais dire, ma belle Cybèle? Justement, ça me fait penser, est-ce que tous ces ajustements-là, commandements-là que vous faites, est-ce que finalement ça plaît pas à tout le monde puis vous allez pas justement faire ça peut-être tout le temps à partir de maintenant? Parce que c'est vrai ce que tu dis, Sophie, des fois on est dans les restaurants puis on se dit coudonc, c'est donc bien fort la musique. Je pense que peut-être que ça déplaît même à tout le monde. Avez-vous une réflexion par rapport à élargir ça à tous? Ben en fait, il y a quand même un côté où quand les gens vont au restaurant, ils veulent aussi une certaine ambiance. Donc nous on a la chance d'avoir un côté resto-bar avec peut-être une ambiance un petit peu plus forte. Dans les salles à manger, la musique est un peu moins forte. Fait que non, là pour l'instant, on ne veut pas nécessairement réduire la musique là dans les autres plages horaires que le dimanche midi. Mais bon, si jamais la demande était très élevée, on pourra réévaluer le tout. Écoutez, merci beaucoup. C'est vraiment une super belle initiative. Puis la raison pour laquelle aussi je voulais vous donner de la visibilité, c'est que moi j'adore la Fondation Autistes et Majeurs. Il y a évidemment aussi la Fondation Véro et Louis. Je pense qu'on est de plus en plus comme société, la société québécoise, depuis quelques années, beaucoup plus sensibilisée à ça. Ça veut pas dire que la situation est parfaite. Il reste encore sûrement beaucoup de chemin à faire, mais grâce à des gens justement comme Véro, comme Louis, comme Charles, comme
Guylaine Gay, comme évidemment Sophie Préjean, on en parle beaucoup plus. Il y a des porte-paroles qui sont invités, et je pense que si on peut être un peu plus inclusif dans le bon sens du terme, pas dans le sens gnangnan et moralisateur, je pense que ça peut être intéressant. Merci beaucoup, Madame Vaillancourt. Je vais juste rappeler votre titre. Vous êtes directrice des communications à la Fondation Saint-Hubert. Merci beaucoup. Et ceci n'était pas payé, hein? On vous a rien chargé. Non, je veux dire, non, mais c'est important de le mentionner, parce que pourquoi on mettrait l'accent sur une entreprise plutôt qu'une autre? C'est parce que la cause, moi, personnellement, en tout cas, me tient très à cœur. Puis je voulais saluer cette initiative-là, parce que je la trouve très, très touchante. C'est très apprécié. Merci beaucoup. Merci, Mme Vaillancourt. Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Pour énormément de gens partout à travers le Québec, mon prochain invité est un réel héros. Moi, je dirais même un super-héros, mais qui ne porte pas de cap. Et parmi les gens qui considèrent que c'est un héros, évidemment, j'en fais partie. Jimmy Pelletier, ex-athlète paralympique et paraplégique. Bonjour, merci d'être avec nous, Monsieur Pelletier. Oui, bonjour. Ça me fait extrêmement plaisir d'être là aujourd'hui avec vous. Écoutez, au moment où vous apparaissez sur mon écran, apparaît juste à côté de votre nom un certain nombre de chiffres. Alors, je vais les lire pour les gens qui nous écoutent à la radio. 40 000 kilomètres, 27 pays, 24 mois. C'est le défi que vous vous êtes donné. Est-ce que ça vous insulte si je dis que vous êtes un peu fou? Non, il n'y a pas de problème. C'est sûr que le monde, quand je leur parle du tour du monde, puis je vais faire ça en vélo à main avec ma femme, il me traite pas mal de fou aussi, mais tu sais, faut pas voir ça aussi. Oui, 40 000 kilomètres, c'est gros, mais quand tu y vas jour après jour, étape par étape, tout se fait, puis il faut juste s'adapter là vraiment au moment présent là pour pouvoir avancer. Ouais. Alors, pourquoi vous avez eu l'idée de faire ça? Parce que vous auriez pu faire le tour du Québec, vous auriez pu faire le tour du Canada, j'allais dire faire le tour des États-Unis, mais je pense qu'on va passer notre tour. Mais vous allez faire le tour du monde. C'est comme une étape supplémentaire. En termes de logistique, ça doit être excessivement complexe quand même. C'est ça. Moi, ça a parti au début, là, en 2019, j'ai traversé le Canada, j'ai fait 5200 kilomètres là, en 65 jours. Et puis, quand j'ai fini, là, il me restait environ une centaine de mètres là, avant d'arriver à Halifax. Et puis, il y a une petite voix ma blonde est à l'arrière de moi, puis là, j'ai dit, il me semble que je ferais le tour, je continuerais puis je ferais le tour du monde. Puis à partir de ce moment-là, ça a germé à l'intérieur de moi. J'en ai parlé avec le directeur là, général d'Adaptavie, Mario Légaré, puis avec ma femme. Puis après, on a mis ça en marche. J'ai dit, gars, ça serait le fun de faire le tour du monde. Je suis rendu là. J'ai beaucoup d'outils dans mon coffre d'outils pour faire le tour du monde. Puis c'est ça. Ça me fallait encore un plus gros défi que la traversée du Canada. Ça va commencer le 27 juin. Ça, c'est le coup d'envoi. Ça va être donné lors de la randonnée Jimmy Pelletier 2025. C'est quand même un événement cycliste de 415 kilomètres entre Saint-Apollinaire et Brossard. Donc, les gens vont pouvoir participer. Évidemment, ça prend des gens qui sont quand même des athlètes assez aguerris. C'est quoi le but? À quoi vous voulez nous sensibiliser, Monsieur Pelletier? Moi, là, ça va faire une dizaine d'années que je redonne là, pour l'organisme Adaptavie dans la région de Québec. C'est pour les personnes handicapées physiques et intellectuelles, le spectre de l'autisme. Et puis, ça amène des services pour les aider là, dans des activités là, qui peuvent, que ce soit à l'extérieur ou communautaire. Ça leur donne aussi là des répits aussi pendant l'été. Il y a des camps d'été pour les autistes. Pour moi, c'est extrêmement important de redonner au suivant. C'est sûr, moi, ça me touche directement. Hein. Je suis un accidenté de la route. Je suis tombé paraplégique là, dès l'âge de 19 ans.
Fait que je suis en fauteuil roulant, puis je sais que les personnes, là, les handicapés physiques et intellectuels, ils en ont besoin. Puis c'est le fun de redonner souvent. C'est vraiment, moi, ça me valorise énormément. Puis ce tour du monde-là va être une expérience extraordinaire. Ça va être 400 kilomètres par semaine. On va se garder 3 jours de congé. Je trouve que c'est important aussi de prendre le temps de visiter. Puis aussi, mais nous autres, on veut faire un documentaire aussi avec le tour du monde. Gars, je pense que ça vaut vraiment la peine de pouvoir faire vivre ça là, au monde. Puis je suis encore fébrile. Tu sais, ça a parti hier. On a fait notre conférence de presse. Puis je suis vraiment là. Je suis vraiment heureux de pouvoir le partager avec vous aujourd'hui. Et je dois dire, parce que, bon, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent à la télé, mais beaucoup de gens qui nous écoutent aussi à la radio. Et je veux décrire pour les gens qui nous écoutent le sourire qui vient sur votre visage quand vous parlez de ça. C'est $1 million. Oui, Cybèle. Ben, Monsieur Pelletier, je me demandais, plus tôt cette semaine, on a eu une discussion avec Rémi Villemur qui parlait de la différence quand on voyage. Est-ce qu'on fait du tourisme? Est-ce qu'on voyage? Vous, allez-vous être en mode exploration, vous mettre dans des situations un peu pas possibles? Êtes-vous super concentré là-dessus? C'est quoi votre philosophie du voyage quand vous allez partir comme ça à l'autre bout du monde? Ben, effectivement, c'est vraiment un bon point. Nous autres, moi puis ma blonde, quand on va rouler, on est là pour avoir du plaisir. C'est sûr qu'on roule pour la cause, mais quand on va être là-bas sur le terrain, nous autres, on n'a même pas réservé d'hôtel à rien. Hein? Non, on a une date. Un vrai voyage. Oh, oui, on a une date d'arrivée. On arrive en avion. On va installer. On a des contacts un peu partout dans chaque pays. On va laisser nos cases là, dans le fond, nos boîtes de vélo à une place. Puis après, mais là, exemple, la deuxième étape, on part de Londres. Puis là, on descend vers le Pays de Galles, on s'en va en Irlande, on revient en Écosse. Puis après, on revient à Londres. Mais pour répondre à ta question, non, on veut prendre le temps de rouler, de sentir les odeurs, de voir le monde. Puis s'il y a un château, on adore les châteaux, on va arrêter, on va aller voir ça, on va repartir sur le vélo. Le but, c'est de rouler 400 km de moyenne par semaine pour rentrer dans notre 40 000 km là, au bout de notre périple. Wow. Puis, tu sais, c'est juste le fait de le faire vivre au monde, puis de montrer, de rendre l'impossible en possible. Tu sais, on a juste une vie à vivre. Ben oui. Mais vous êtes dans votre tête pas à peu près. Moi, on dirait que c'est toujours ça que je me dis quand j'entends du cyclotourisme, les gens, quand ils font Compostelle, vous êtes en mode mental pas à peu près. Ça vous fait pas peur, ça? Non. Ben non, mais c'est parce que, tu sais, on a traversé le Canada. Puis le Canada, c'est le 2e pays le plus grand au monde. Puis quand tu pars de Vancouver... Puis après 1 kilomètre, je me disais, il me reste 6199 kilomètres à faire. C'est psychologique. Puis la forme, oui, je suis en forme, tu sais, mais plus qu'on va rouler, quand je vais arriver là-bas, puis plus qu'on va rouler, on devient jour après jour encore plus là en forme. Puis ce qui est important, c'est entre les 2 oreilles. C'est sûr que des fois, il pleut, il fait pas beau, t'as le vent d'en face. Mais tu vas étape par étape, puis à un moment donné, ça revient bleu le ciel, hein, tu sais, j'adore. La dureté du mental, faut pas oublier ça, la dureté du mental. Par contre, une des choses que vous voulez faire aussi, c'est de sensibiliser les gens à l'accessibilité universelle. Je pense qu'il y a des endroits comme des châteaux en Écosse, ça va pas être évident non plus d'y accéder. Mais même sans parler de châteaux en Écosse, moi, ça me frappe tout le temps à Québec, à Montréal, ici au Québec, on fait des nouvelles constructions, puis personne pense à ça, l'accessibilité universelle. Vous, est-ce que ça vous choque? Ben moi, c'est sûr que des fois, j'arrive à des places puis c'est pas adapté. On est rendu en 2025. Je pense que, sincèrement, là, quand il y a des nouvelles constructions, ben, le monde devrait automatiquement là adapter les lieux. Parce que, tu sais, t'arrives à une place puis tu veux rentrer puis c'est pas accessible. Moi, c'est sûr que je me débrouille. Je peux, tu sais, j'ai un petit fauteuil. Il
il y a des places que je peux rentrer ou même des fois pour aller à les salles de bain. Il y en a encore que des fois, c'est pas tout adapté. Je pense à les personnes handicapées qui ont des fauteuils électriques. Eux autres aussi, ils doivent trouver ça là, un peu désolant quand on est rendu en 2025. Puis je pense que toute construction présentement devrait être adaptée là, pour les personnes handicapées physiques. Ben, moi, je trouve que c'est vraiment le minimum parce que quand il y a des bâtiments qui existent depuis longtemps, on se dit, bon, ben, les normes à l'époque n'étaient pas les mêmes, mais quand il y a des nouvelles constructions, tu te dis, voyons donc, c'est impossible qu'on pense pas à ça. Puis écoute, je veux dire, c'est un accident de la route que vous avez eu. Tu sais, il y en a, là, chaque jour, il y a des gens qui ont des accidents et donc, c'est pas que ça va pas aller en diminuant non plus. Donc, à un moment donné, il faut être inclusif, justement. On en parlait tout à l'heure avec Madame Vaillancourt, mais c'est quand même la base. Donc, il y a un travail encore et toujours de sensibilisation à faire. Mais ça a l'air qu'il y a des gens... ils ont 2 oreilles, mais ils n'entendent pas grand-chose. Jimmy Pelletier, merci beaucoup d'être venu nous parler. Je rappelle que vous êtes un ex-athlète paralympique, vous êtes paraplégique et vous allez commencer ce tour du monde pour Adaptavie. Ça commence le 27 juin. Si on veut vous donner des sous, j'imagine qu'on peut le faire, même si on va pas faire du bénévolat le 27 juin. Ben oui, bien sûr. On fait ça pour ça, hein, le tour du monde. Fait qu'on j'invite le monde à aller sur le site internet là, jimmypelletier.com et puis sur notre page là, Facebook, Instagram, mais c'est le Tour du monde Jimmy Pelletier World Tour. Fait que on vous invite, c'est 10$ du kilomètre, puis on a 2 ans, hein. Fait que 2 ans à ramasser les sous, puis l'objectif c'est d'en ramasser le plus possible. Puis de redonner au suivant, puis moi, puis ma femme, on va transporter. Dans le fond, ce que je veux vraiment propulser, c'est l'adaptation, de s'adapter dans la vie. On a juste une vie à vivre. C'est soit que tu survives ou soit que tu t'adaptes. Moi, je choisis de m'adapter. Merci beaucoup, Jimmy, puis salutations à Manon, votre conjointe, qui va vous accompagner aussi dans ce périple. Merci. Merci beaucoup. Bye-bye. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Montréal pue, et ça pue partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, sans défaut. Rémi Villemure. Je tiens à dire que quand tu dis un monde blanc, tu fais référence à l'eau de Javel. Ah non. Oui, je sais. Il y a déjà quelqu'un qui a dit bon, regarde le raciste. J'étais là, écoutez la chronique à l'origine, s'il vous plaît. Je ne fais pas un appel à la blanchitude généralisée au Québec. Te rappelles-tu quand Michel Blanc avait fait une blague lors des dernières élections puis qu'elle avait dit « Je vous invite à voter blanc » ou quelque chose comme ça? Puis là, elle s'était fait accuser de toutes sortes d'affaires alors qu'elle voulait juste dire voter à vide. En fait, tu te présentes aux élections et dans l'isoloir, tu dis à la danseuse non, l'autre sorte d'isoloir, tu votes pas finalement. C'est difficile de faire de l'humour noir. Ouais. Ça, c'est plus mon genre. Oui. Alors, là, c'est une bonne blague, ça, Cybèle Olivier? Ça, c'est une... Oui, je l'aime mieux, celle-là. Mieux que Chair de poule quand tu fais une entrevue avec Madame Saint-Hubert. OK, ben je prends des notes. Comme ça, je vais m'améliorer dans mes blagues. Merci, Cybèle. Parce que Cybèle, elle passe son temps à aller voir des spectacles d'humour, donc elle est capable de me donner des bonnes évaluations. La raison pour laquelle on parlait d'élections, c'est que, évidemment, les gens d'Élections Canada ont mis une annonce sur X, anciennement Twitter. Je vais vous la lire. Vos ados de 16 et de 17 ans peuvent travailler comme préposés au scrutin lors d'une élection fédérale. Point d'exclamation. Ces emplois rémunérés sont une excellente occasion pour les jeunes de découvrir le système électoral et de bonifier leur CV. Qu'est-ce que ça t'inspire, Rémi Villemure? Ben, s'ils peuvent travailler aux élections, pourquoi ils peuvent pas voter? C'est la question très sérieusement que je me suis posée en voyant ça passer. T'as très raison. Ben, je veux dire, ils travaillent aux élections. C'est très whack. C'est pas du tout
Wesh! Oh non, je pense que je suis moins bon que toi là-dedans. Wesh, c'est vraiment wesh. Ouais, wesh. Non, mais donc, on est à 25 jours de l'élection. Si le compte est bon, on cherche des gens pour travailler. Puis préposés au scrutin, c'est pas vous allez être dehors avec une affiche pour dire rentrez ici. C'est aussi près des isoloirs. C'est au plus près c'est au cœur du processus démocratique. Mais c'est-à-dire que c'est intéressant parce que c'est un petit peu comme si on avait des gens qui travaillaient à la SAQ, mais ils n'ont pas le droit de boire. Ben, c'est à peu près, oui. J'aime bien ce cas de figure-là. T'aimes le parallèle? Ou à la SQDC, enfin bref, trouver toutes les... C'est comme on dit, ben, tu fais partie de ce système-là, mais tu ne peux pas y goûter. Et déjà que les jeunes sont souvent moins portés à aller voter, s'ils sont déjà là et qu'ils travaillent, ben... Ouais, ben voilà. Mais ça relance le débat parce que ça fait des années que les gens disent il faudrait abaisser l'âge de voter. À partir de 16 ans, tu as le droit de prendre des cours de conduite, tu peux avoir un permis de conduire, etc. Tu peux conduire accompagné, peu importe. Donc, est-ce que tu penses qu'à 16 ans, un jeune a la maturité nécessaire pour voter? Ben, en fait, c'est là-dedans. Je ferais juste ajouter que 16 ans, c'est aussi l'âge légal de consentement. Donc, oui, vous pouvez, absolument. par exemple, être une jeune fille de 16 ans, avoir un copain de 22 ans, 23 ans, et si vous êtes consentante, c'est votre copain. Bon, la société va quand même vous regarder un petit peu tout croche, puis je dirais que c'est pas une mauvaise chose que de se poser des questions quand vous voyez un couple pareil, mais donc, pas voter. Par contre, moi, je vais aller plus loin. Moi, je donnerais le droit de vote aux enfants. Je le donnerais aux très jeunes adolescents. Là, t'es de mauvaise foi, Rémi Villemur. Non, tu pourrais m'accuser dans la provocation. Tu es cynique, tu es sarcastique, tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Alors, ben oui, c'est ça, des enfants. Regarde bien. Je sais que c'est à moi de te le démontrer. Hein? Je veux dire, la preuve, c'est moi qui dois te la faire. Le fardeau de la preuve, c'est comme ça que ça s'appelle, jeune homme. Oui, exactement. Le fardeau de la preuve, il me revient. Mais je vais quand même un petit peu tricher. À chaque fois qu'on me présente des arguments contre le droit de vote pour les jeunes de moins de 18 ans, j'y réponds avec mes talents, probablement, mais aussi robustesse. Et non, mais présente-moi-en un. Pourquoi on devrait faire voter juste les gens de 18 ans et plus? Je t'écoute. Tu pourrais me dire, est-ce que tu veux que je te présente des arguments que j'entends? Oui, ben bon, oui, vas-y. Comme ça, moi, je me repose pendant ce temps-là. Peut-être à cause de je fais des petits bonhommes sur mon papier. Processus d'éducation aussi, qui ont été plus politisés à l'école, qui ont une plus grande capacité de compréhension du monde qui les entoure parce qu'ils sont rendus plus loin dans leur parcours scolaire, plus que des jeunes. Mais ça, c'est des arguments, donc, qui disqualifieraient. OK, alors pourquoi on a des cours de CCQ dès l'âge de 6 ans à l'école? Pourquoi à des jeunes de 13-14 ans, on apprend déjà ce que c'est que l'Assemblée nationale, ce que c'est que la gauche, la droite, quelle est les mœurs du Québec? Les jeunes savent de quoi on parle quand on parle de politique. Peut-être l'influence des parents, alors, qui va être beaucoup trop grande chez les enfants. J'aime beaucoup cet argument-là. Alors on nous dit souvent ça. On nous dit effectivement que les parents pourraient manipuler leurs enfants. Mm-hmm. Moi, je vous invite vraiment à faire cet exercice-là en fin de semaine. Moi, j'ai un mot pour toi, religion. Il y a ça. Déjà, dans les couples très conservateurs, là, on a beaucoup parlé de masculinisme, par exemple, dans les derniers mois. Il y a certaines religions qui sont très conservatrices. Pensez-vous vraiment que la femme vote pour qui elle le veut ou elle n'est pas incitée fortement à voter pour le parti qui a privilégié son copain ou son mari? Donc, dans les enfants, ce serait la même chose. Parce qu'il y a une hypocrisie totale. Les enfants seraient influencés. Qu'est-ce que les gens disent? Il y a un argument. Il y a Julie de Montréal qui nous écrit « Si on autorise les enfants à changer de sexe, ils peuvent bien voter. » Ben oui, mais honnêtement. Mais je pense que c'est à partir de 14 ans que tu n'as plus... Alors, de toute façon, même au-delà de changer de sexe, à partir de 14 ans, tu peux aller voir le médecin pour des questions de santé et tu n'as pas besoin d'avoir un adulte, tes parents présents dans la Puis, oubliez pas une chose, là, l'enfant. Prenons un enfant de 12 ans, OK? Parce que c'est vrai que 5-6 ans, bon, on commence à être un petit peu dans la provocation. Mais tu as 12 ans... Mettons que ton père te dit, tu vas voter absolument pour ce parti-là. C'est le fun, la loi existe, je peux utiliser mon enfant. L'enfant, il est tout seul derrière l'isoloir. Il est tout seul. Oui, il y a de la pression. Il votera pour qui il voudra. Au même titre, je le répète, que la femme qui habite dans un couple, qui forme un couple avec quelqu'un qui est autoritaire, quelqu'un qui dit, on vote pour ça, nous, pose-toi pas de questions. C'est la même affaire. La manipulation, elle existe déjà. Je trouve qu'on vit dans un monde hypocrite. Oui, okay? mais ça, c'est très... Oui, ça, c'est... Il y a une affaire sur laquelle on est d'accord, toi et moi, c'est bien ça. Moi, à chaque fois que se pose la question de est-ce qu'on devrait autoriser les plus jeunes à voter, je pose des fois la question... En fait, j'ai juste à penser à un des vox pop de
Guy Nantel. Parce que Guy, à un moment donné, il l'a fait plusieurs fois sur différentes variations, mais tu sais, il s'en va voir les gens au Québec puis il dit c'est qui le premier ministre du Québec. Puis je me souviens, à un moment donné, il l'a fait et il y a quelqu'un qui dit il n'y a pas de premier ministre provinciaux, il y a juste un premier ministre à Ottawa, puis il y a juste un premier ministre au Canada. Tu demandes aux gens, tu sais, les gens, René Lévesque, as-tu déjà été premier ministre? Il dit non, c'est juste le nom d'un boulevard. Je veux dire, c'est comme, il y a un certain pourcentage de tatas qui ont pourtant le droit de vote. Ben oui. Donc, si le critère, je vais te répondre comme ça à la question. Si le critère pour accorder le droit de vote qu'on le refuse aux gens de moins de 18 ans, c'est sur la base de t'es pas assez informé puis tu sais pas de quoi tu parles, ben il y en a un forum au complet, un centre belle au complet. Ben tout à fait. Puis même peuvent pas voter, là. Même si c'est pas une vraie expérience scientifique, toute la démarche de Guy Nantel, s'il était devant nous, il nous le dirait. Des gens qui ont répondu des conneries, là, il en a rencontré autant chez les 18-65 ans que chez les moins de 18 ans, parce qu'il est allé dans des manifestations étudiantes, il en a posé des questions, puis c'est vrai qu'il y avait des nonos dans toutes les catégories d'âge, tu sais. Puis la manipulation, ça va au-delà de la question de le parent va-t-il dire à son enfant de voter pour ça? Ah, on est dans la manipulation. C'est pas juste ça. Posez la question à des amis que vous avez autour de vous. Il y a plein de gens pour qui le vote n'est pas quelque chose d'absolument essentiel. Il y a des gens qui vont dire « Pour qui tu penses que je devrais voter? » À ce moment-là, le fait qu'ils votent aux 4 ans, ce n'est pas exactement aussi important que nous, on l'entend. Alors moi, j'aimerais... Ils sont manipulés d'une certaine façon. Alors, une chose qu'on pourrait faire, c'est au-delà de l'âge, moi, je pense que, très sérieusement, qu'on devrait, quand il y a des élections, dans les trucs de scrutin, là où on s'en va voter, on devrait forcer les gens à lire au moins un résumé du programme de chaque parti avant de voter. C'est tellement d'accord. Quand tu signes, mettons, un bail ou une hypothèque ou peu importe, tu sais, il faut que tu lises le document puis tu mets tes initiales en dessous comme quoi vous avez pris connaissance de ce que c'est l'importance de votre hypothèque. Ben là, vous êtes en train d'hypothéquer peut-être le pays. Fait qu'avant ça, on veut s'assurer que vous ayez lu puis que vous connaissiez, vous signez en connaissance de cause. Merci Rémi, merci Cybèle, merci Hugo, à demain. Cube.